Deux espaces. Bonjour les parents et bienvenue à ce 8e épisode d'Entre deux espaces. Aujourd'hui, on aborde l'anxiété, plus précisément l'anxiété de performance. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, je trouve, dans le domaine de l'éducation et qui semble, de ma perception, toucher de plus en plus de jeunes, autant les adolescents que les jeunes primaires même. Donc, aujourd'hui, on s'y attarde pour mieux comprendre qu'est-ce que l'anxiété, mais aussi et surtout pour découvrir comment mieux accompagner nos jeunes qui font face à de l'anxiété. Et je te laisse continuer. On reçoit pour la deuxième fois Geneviève, qui est psychologue au CSSMI, que vous avez peut-être vu dans notre épisode sur le TDAH. Donc, bien contente de te retrouver. Merci de cette deuxième invitation. Merci à toi. Donc, c'est ça, on va parler d'anxiété aujourd'hui. Donc, un autre de tes champs d'expertise. Tu reçois des enfants. Oui, ça fait partie des demandes de services qu'on a comme psychologue, évidemment. Puis effectivement, il y a comme une augmentation. Hein, c'est documenté par toutes les recherches des 5 dernières années là, de l'anxiété chez les enfants, chez les adolescents. Chez les adultes. Oui, chez les adultes aussi. Alors, c'est important qu'on s'en occupe puis qu'on s'en occupe bien. Donc, c'est pas juste une impression dans le sens où nous, on l'observe quotidiennement dans nos classes, mais tu confirmes que même dans ton bureau, l'anxiété est une thématique de plus en plus abordée. Oui, dans ma pratique, oui, puis même dans la littérature. OK. La littérature, je dirais, post-pandémique, là, on documente de plus en plus d'augmentation de références pour ce type de problématique-là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une augmentation. C'est probablement dû à plusieurs facteurs qu'on pourrait longuement parler, mais je pense que l'intention aujourd'hui, c'est plus de savoir comment se prendre comme parent, puis comment bien adresser cette difficulté que notre enfant peut vivre. Oui, puis tu sais, je pense que là, le balado s'adresse aux parents pour outiller nos enfants, mais je pense que d'emblée, tu sais, on va partir de la base, mais aussi peut-être que tous les trucs qu'on va donner pour les enfants, ça peut s'appliquer à nous comme parents aussi, parce qu'évidemment, il faut qu'on gère notre propre anxiété pour pouvoir mieux intervenir par la suite. Là. Donc, c'est certain qu'on peut l'appliquer aux adultes. C'est des grands concepts qui s'appliquent aux enfants, aux ados et aux adultes. Absolument. Fait que si on commence par la base, l'anxiété normale, disons. Qu'est-ce que c'est l'anxiété? C'est utile? Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est un ensemble de réactions que notre corps met en place vis-à-vis une peur ou une situation qui est stressante. Puis c'est des réactions normales et même parfois très aidantes aussi. Quand on a une situation, une menace, je prends par exemple un enfant qui est dans la cour en train de jouer puis un chien menaçant qui arrive, le stress, l'anxiété va faire en sorte qu'on va déployer nos ressources, qu'on va prendre des bonnes décisions rapidement, puis qu'on va s'adapter à la situation. Alors, on n'ira pas flatter le chien qui est menaçant, on va plutôt s'en écarter et se protéger. Donc, c'est vraiment comme un système d'alarme interne que l'humain a pour se protéger naturellement là, des menaces. C'est normal. Dans certaines situations, c'est même aidant. On pense aux sportifs qui nomment souvent ça, qui sont plus performants quand ils sont dans une situation de stress ou d'anxiété. À plusieurs égards, ça peut être très aidant. Il y a une notion aussi d'anticipation avec l'anxiété. La peur, elle peut être réelle. Ça peut être un vrai chien qui est dans ma cour qui fait vraiment peur, mais ça peut être aussi imaginaire. Ça peut être, je m'imagine un chien dans une cour. Et là, j'ai une réaction de stress et d'anxiété. Même si je suis en sécurité dans mon salon. Même si le chien n'existe pas, qu'il a peut-être été là, mais en ce moment, la peur réelle n'est pas présente dans la pièce ou dans la cour. Donc, il y a une notion d'anticipation qui est importante avec l'anxiété, là. C'est souvent sans faire pour des scénarios, s'imaginer des scénarios menaçants, catastrophiques, sans que la peur soit vraiment là. Elle peut avoir été le déclencheur initial. Le chien a pu exister pour vrai à un moment donné dans une situation, mais on est plus dans de l'anticipation. On s'imagine que ça va se reproduire encore. Puis là, les signaux de notre corps sont les mêmes. Notre système d'alarme est déclenché comme si la peur était vraiment présente, comme si la menace était vraiment présente. Donc, la différence entre l'anxiété dite normale, aidante et tout ça, puis quand ça devient, disons, un problème ou un défi,
Ben là, c'est sur le niveau de nos réactions physiques puis d'anticipation. Exactement. Ça va être la persistance de cette crainte-là, de cette anxiété-là, l'intensité aussi. Ouais. Tu sais, ça devrait être occasionnel, l'anxiété. On ne devrait pas être tout le temps dans un état anxieux ou de stress. On ne devrait pas avoir tout le temps notre système d'alarme de déclencher. Donc, quand c'est trop fréquent, trop intense, puis que ça interfère avec le fonctionnement de l'enfant aussi. L'enfant ne veut plus sortir dans la cour, par exemple, parce qu'il s'imagine que le chien va revenir. Là. À chaque jour, c'est la bataille parce que je ne veux pas aller dans la cour, j'ai peur. Donc, le bris du fonctionnement va être si ça interfère avec les activités quotidiennes de la vie. Là. Puis quand il y a, comme tu le disais, un bris de fonctionnement, est-ce que c'est là qu'on parle d'un trouble anxieux où il y a comme une gradation dans le sens où on peut faire de l'anxiété peut-être un petit peu plus modérée sans nécessairement avoir un trouble anxieux? Oui, effectivement. Tu sais, il y a des critères pour avoir le diagnostic, je dirais, d'un trouble anxieux. Oui, il y a la persistance, la récurrence, mais pendant plusieurs semaines aussi. Hein, c'est pas juste occasionnel. Puis ça va être mesuré aussi en fonction de l'ensemble de la situation. Si on a vécu un gros événement tragique, bien, c'est normal d'être anxieux pendant plusieurs semaines. Si c'est un événement qui était léger, faible, qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, bien là aussi, on va se questionner. Donc, il y a toute une analyse à faire de la situation puis de l'intensité, là, dans le fond, des symptômes anxieux. Là. De comment c'est géré, donc. Oui, c'est ça. Puis combien ça interfère avec le quotidien. Dans quelle mesure c'est nuisible? Oui, puis depuis combien de temps? Dans quelle intensité aussi. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on connaît les causes de... Bien, il n'y a pas de cause unique à l'anxiété. On ne peut pas dire c'est une cause simple et précise. C'est une addition de plusieurs facteurs, plusieurs causes. Entre autres, l'hérédité, c'est documenté qu'un parent qui fait de l'anxiété a plus de chances de mettre au monde un enfant qui fait de l'anxiété aussi. Comme si le système d'alarme était plus rapidement déclenché chez certains profils génétiques, je vais dire ça comme ça. Génétiquement, ou ça va être comme appris? Moi aussi, c'est ce que j'allais demander. C'est une bonne question. Est-ce que c'est appris ou c'est induit? Est-ce que ça peut être les deux? Ça peut être 50-50? C'est à peu près ça là, qu'on juge. Parce que c'est comme contagieux, le stress. Tu sais, quand c'est à côté de quelqu'un stressé, souvent, tu vas comme commencer à foyer un peu le stress. Fait que vivre avec un parent anxieux, ça fait beaucoup pour des situations qui sont anodines. Ça peut influencer notre perception des situations à nous aussi. C'est certain qu'un parent qui a un modèle parental de surprotection ou d'anxiété va, induire plus d'anxiété que chez un parent qui n'a pas ce modèle-là. Mais des fois, dans la même famille, avec le même modèle parental, on a deux enfants différents qui vont réagir de façon différente au stress. Donc, il y a quand même un facteur génétique à ça, là, héréditaire. Facteur de risque peut-être, mais qui soit augmenté. Exactement. Il y a le tempérament de l'enfant aussi. Il y a des enfants qui sont plus timides, plus inhibés, plus insécures d'emblée dans leur tempérament. Il y a des enfants qui ont des radars à menace, qui voient la menace partout, qui les détectent, qui s'inquiètent très, très rapidement. Ça aussi, c'est un facteur de risque pour développer de l'anxiété. Il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs aussi, le sentiment. Les biais cognitifs, c'est comme un peu notre façon de percevoir les choses, parce que l'anxiété, c'est intimement lié aux pensées. Hein? Chacun, on va avoir des sources d'anxiété différentes. Donc, il y a des enfants qui ont des biais cognitifs qui sont plus enclins à toujours voir le pire, à sous-estimer toujours leur capacité à gérer des situations, à une tendance à dramatiser aussi. Donc ça peut être un facteur de risque aussi à développer de l'anxiété plus chronique, là. Puis le tempérament dont on parle, normalement, devrait s'observer assez jeune chez l'enfant, dans le sens où le tempérament, c'est quelque chose que l'on observe dès l'âge préscolaire. Est-ce que, normalement, déjà au primaire, on devrait, avec notre radar, nos yeux de prof, être en mesure de percevoir les élèves avec un tempérament plus anxieux, où il pourrait survenir un événement, puis pouf? Bien, un des facteurs de risque, c'est d'être exposé à des événements qui sont très stressants. Fait que plus on est exposé à ces événements-là, plus notre système d'alarme va être déclenché rapidement. Fait que c'est sûr qu'un enfant qui peut ne pas être anxieux peut vivre quelque chose de très intense et là, devenir plus anxieux. Comme un enfant qui est anxieux jeune peut développer des bons mécanismes
se réguler puis de venir moins anxieux à la longue. Alors, il y a vraiment plusieurs options ou plusieurs facteurs. On peut avoir un tempérament anxieux, mais trouver des moyens puis très bien vivre avec un certain niveau d'anxiété, tout comme on peut se considérer comme une personne très zen, puis finalement vivre un moment plus charnière, plus traumatisant, puis là, devoir être nouvellement confronté avec de l'anxiété plus tard. Exactement. Tu dis que ça vient avec aussi, tu sais, l'exposition. Est-ce que, étant donné que ça va aussi avec l'imagination, tout ça, tu sais, les enfants ont souvent une imagination très fertile, est-ce qu'un enfant, disons, un peu plus curieux, qui s'intéresse à l'actualité, qui fait des recherches, pourrait comme... Tu sais, des fois, la connaissance, c'est un couteau à double tranchant, puis de savoir plein de choses, des fois peut-être avant son âge ou peu importe, est-ce que ça peut développer aussi un petit peu une anxiété, tu sais, de, je sais pas, faire des recherches, je pense à mon gars qui a peur des météorites, là, ben, tu sais, il y a 5 ans, il y a 4 ans, c'est pas tous les enfants qui connaissent l'existence de météorites, mais là, lui, il a peur de ça parce que... Puis des fois, il en a entendu parler. Fait que la curiosité intellectuelle, ça peut être une façon de gérer notre stress aussi, d'aller se documenter sur c'est quoi les chances que ça arrive, tout ça. Fait que, c'est vrai que ça peut être rassurant. Ça peut être rassurant aussi. Et je pense que chaque âge développemental a ses inquiétudes particulières qui sont normales. Un enfant de 3, 4 ans, 5 ans qui a peur du garde-robe le soir quand on le couche, qui a peur des monstres, qui ne veut pas dormir dans le noir, c'est normal. Ce sont des peurs normales qui vont être transitoires, qui vont passer. On ne catégorise pas comme un enfant anxieux à ce moment-là. On laisse d'après moi, à 18 ans, il va être capable de gérer son garde-robe avec les monstres. Les 6-12 ans, ben là, c'est plus la peur des maladies, des catastrophes, des météorites. C'est une crainte normale aussi, on ne connaît pas ça, on ne saisit pas toute l'information, donc parfois on va aller la chercher pour se rassurer, puis parfois des fois ça va alimenter, ça dépend un peu de chaque enfant, mais encore une fois, c'est des peurs qui sont dans l'âge de développement. Puis ben, nos ados un peu plus vieux, là, ça va être beaucoup l'apparence, la peur d'être jugé par l'autre, de ne pas être à la hauteur du regard de l'autre, de notre regard, de ceux de nos parents. Puis ça, encore une fois aussi, ça évolue dans le temps. La maturité fait en sorte qu'on est capable de trouver des moyens pour s'apaiser. Donc, il y a des peurs qui sont normales, et transitoires, et en lien avec l'âge de développement, puis qui vont donner des outils aussi aux jeunes pour... Tout à fait. Tu sais, un univers sans peur, sans inquiétude, ça n'existe pas, et c'est pas souhaitable non plus. Parce que la peur, l'anxiété, on est capable de... apprendre à vivre avec ça si on est exposé à ça. Si on en enlève toutes les sources, ben on n'aura pas de mécanisme pour se prendre en charge quand ça va arriver. Là. Ça va on la tolère à court terme. On est capable d'être dans l'inconfort un certain temps, mais quand ça perdure, comme on le met tantôt, c'est là que ça devient dommageable. On parlait de l'anxiété, mais pour ceux qui sont moins familiers, qui ne vivent pas l'anxiété et qui se demandent peut-être, mais comment je fais, moi, pour savoir si mes enfants vivent de l'anxiété? Ce serait quoi les manifestations qu'on pourrait observer? Encore une fois, il n'y a pas une recette miracle qui dit voici ces 3 comportements-là égale anxiété. Il faut observer beaucoup notre enfant. Puis souvent, c'est les changements dans les comportements qui vont être un des petits drapeaux rouges peut-être. Habituellement, notre enfant pleure pas pour rien, est un enfant plus enjoué. Là, on le prend à avoir des larmes pour un peu n'importe quelle raison, ou des crises de colère ou des crises de pleurs qui ne sont pas habituellement observées chez notre enfant. Ça peut être un indicateur qui vit un stress, des difficultés à se concentrer, la misère à faire les devoirs le soir. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui est observé puis qui nous questionne. Problème de à s'endormir. Exactement, les troubles de sommeil, beaucoup de cauchemars aussi, se réveiller dans la nuit en panique. Des cauchemars qui ne sont pas habituels, évidemment, parce qu'il y a des enfants qui font des cauchemars, qui ont des terreurs nocturnes, ça, c'est pas le sujet, mais ça aussi, ça peut être un indicateur. Puis, un discours aussi de s'inquiéter, de « je suis pas bon, je suis pas capable, j'ai peur », ça aussi, là, quand c'est récurrent, puis ça revient souvent dans la discussion, ça peut être un indicateur là, que notre enfant vit un trop haut niveau d'anxiété, puis que il y aura peut-être de besoin d'aide, là. D'écoute, surtout, j'imagine. Oui, d'écoute, puis l'aide n'est pas nécessairement extérieure. Le parent peut être un très bon coach par rapport à de l'anxiété, puis
Des fois, il suffit juste de la nommer, d'écouter son enfant, puis on a déjà un bon bout de fait, là. Et non de la réprimer, de dire « Ne t'en fais pas, tout va bien aller ». C'est ça, puis voir ça comme un excès de comportement, puis de punir, puis... une bonne écoute active, là, c'est pas mal le début, je trouve. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut agir sur la source, dans le fond. Il faut trouver ça vient d'où. Il faut écouter notre enfant qui nous dit « Je vais pas bien ». Bon, OK, qu'est-ce qui va pas bien? Comment on va... aller... À quel point c'est fondé, à quel point... Puis à quel point t'as peur, puis ta peur, elle est naturelle, c'est une réaction normale, donc on va l'accueillir aussi normalement. Dire, OK, t'as raison, c'est vrai que ça peut être épeurant, c'est vrai que ça peut faire peur un chien dans une cour. Fait qu'il faut être à l'écoute de notre enfant, mais pas non plus rejeter les signaux, puis... Parce que ça peut aussi juste accentuer le sentiment de... d'être invalidé. Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis pas bon. C'est vrai que... Exactement. Ça va invalider ce que l'enfant vit. Fait qu'il faut bien faire... faut bien se montrer attentif et ouvert à recevoir un peu les sources d'inquiétude. Puis il faut se rappeler que c'est des enfants. Pour nous, ça fait pas de sens d'avoir peur d'un chien, mais pour un enfant, ça peut faire beaucoup de sens. Fait qu'il faut ajuster nos lunettes de parents. Puis surtout avec les films, les histoires aussi. Oui, puis mon amie m'a dit que moi, j'entends ça comme parent, puis je suis comme, ben voyons qu'il y a des sorcières dans la cafétéria. Il n'y en a pas de sorcières, mais en même temps, s'il y a plusieurs amis qui lui ont dit ça à la longue, ben peut-être que ça commence à prendre place, puis que ça fait du sens dans son esprit d'enfant. Oui, parce qu'ils n'ont pas encore les mécanismes de raisonnement qu'on a, nous, les adultes. On les sorcières. Pour défendre nos pensées. Exactement. Fait que leurs pensées sont réelles, puis la peur est réelle. Oui. Quand on l'invalide, ben ça peut monter l'anxiété aussi de l'enfant parce qu'il ne se sent pas compris, puis il est pris avec son problème. Oui, exactement. Il ne sait pas comment l'adresser, là. Oui. Voilà. Fait qu'évidemment, tu parlais de bris de fonctionnement un petit peu, là, quand ça devient trop prenant dans la vie d'un enfant. Fait que les impacts d'une anxiété, là, d'un trouble anxieux à la maison ou en classe, ça ressemble à quoi? Bien, souvent, on a de la difficulté. Les enfants vont avoir de la difficulté à réguler leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils vont être très, très irritables rapidement, envahis aussi rapidement par leurs émotions, puis peut être capables de les gérer, avoir besoin de l'aide de l'adulte. Ça peut même mener à des crises, des désorganisations de comportement parce qu'ils sont trop anxieux, puis on dirait que c'est comme si le système lâchait. Là, ils peuvent plus réfléchir. Oui, exactement. C'est comme si le système d'alarme était déclenché à un niveau d'urgence majeur. Là. Fait que ça va. L'anxiété va entraîner ce type de comportement-là. Va entraîner aussi des difficultés là, de concentration, de rendement à l'école. On n'est pas capable de se concentrer, pas capable de faire nos tâches. On est envahi par notre anxiété, fait qu'on ne peut pas être efficace. Là, Moi, je trouve que c'est quelque chose dans le quotidien, dans une classe, qu'on observe beaucoup, dans le sens où, face à une tâche de plus grande envergure qui implique plus d'investissement, plus de temps, plus d'énergie, il y a des élèves qui sont désemparés. Se sentent désemparés et cherchent même à éviter de faire la tâche, à prendre la fuite littéralement pour ne pas être confronté à ce sentiment d'inconfort de « je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, c'est trop difficile ». Moi, je trouve qu'on voit ça de plus en plus dans nos classes. C'est quand même pas évident d'intervenir, je trouve, auprès de ces élèves-là qui ne croient pas nécessairement à leur capacité face à une tâche. Bref, on en reparlera des possibilités d'intervention, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le quotidien. C'est comme si le cerveau était occupé à gérer une crise majeure. Là. Le feu est pris dans la cabane. Fait que, étape numéro 1, il faut qu'il redescende de là. Exactement. Il faut que j'éteigne le feu avant de penser à faire mon travail. Là. Oui, puis on s'imagine parfois qu'un enfant anxieux, ça va être quelqu'un d'un peu nerveux, là, mais il y en a aussi qui sont anxieux de manière plus passive, effectivement, qui vont être plus comme écrasés sur leur chaise, à attendre, là. Puis ils ont l'air d'être, démotivés, paresseux, alors que dans les faits, peut-être que dans leur cœur et dans leur tête, ça bouge en masse, là. Effectivement, il y a comme 3 façons de réagir au stress. Hein? Il y a la façon... La fuite. Je me pousse, je me mets à courir. J'ai tellement envie de pipi. Oui, c'est ça. Il y a la situation aussi où je suis plus capable de mobiliser mes ressources tellement mon anxiété est haute. Alors là, je vais rien faire, arrêter de bouger pratiquement. Là. Puis il y a aussi la formule « j'agresse ». Je suis en menace, donc je vais essayer de protéger mon corps, fait que je vais agresser, je vais essayer d'enlever la menace envers moi. Donc, avec les amis, parfois, ça crée des comportements agressifs qui n'étaient pas là avant.
Puis on dirait que l'enfant est comme... Sur la défense. Sur la défense et en mode agressif. Oui, attaque. Ou est-ce que ça se pourrait qu'un enfant qui vit de l'anxiété face à une tâche vienne à répétition voir son prof pour essayer de se faire assurer? Oui, j'ai cette impression-là que ça... Tu sais, un enfant qui revient 2, 3, 4 fois pour la même question, puis dans le fond, on le voit qu'il a compris qu'il est sur la bonne voie, qu'il devrait se faire confiance, mais il est tellement omnubilé par ce sentiment d'anxiété-là, d'incapacité, qu'on a beau lui faire des recommandations, ça avance juste pas. Oui, effectivement. C'est un des comportements qu'on va trouver chez les enfants. On essaie de se faire assurer par l'adulte, mais on n'est jamais satisfait on dirait de la réponse. C'est comme faudrait qu'on lui dise précisément, écris ces mots aussi dans cet ordre-là, ça si va aller. Ta couche, je ne l'ai pas écrit en bon ordre, mes lettres sont-tu belles? Oui, effectivement, la recherche de se faire assurer, là, c'est un des symptômes qu'on va avoir dans vos classes, là, évidemment. Puis à la maison aussi, là, tu sais, là, toujours, maman, c'est-tu correct si je mets ce chandail-là? C'est-tu correct si je mets ce pantalon-là? Maman, toujours venir dépendre de l'adulte pour prendre des décisions. Oui, c'est un des symptômes, des signaux qu'on peut avoir là, chez les enfants là, qui font de l'anxiété. L'opposition aussi. Oui, oui, ça fait partie un peu du modèle agressif. Je suis anxieux, donc quelqu'un qui veut me demander quelque chose ou moi, je vais être en réaction négative pour me protéger parce que là, j'ai pas d'énergie à gérer une consigne de plus ou... Fait qu'il faut bien analyser pourquoi l'opposition est là, pourquoi les réactions de l'enfant sont là, mais ça peut cacher effectivement très souvent de l'anxiété, là. Puis des fois, c'est sur des déclencheurs un peu anodins. Ouais. J'ai pas le bon crayon que je veux, je cherche mon crayon rouge, puis là, je déclenche une crise ou une situation d'opposition, puis pourtant, c'est pas si grave de pas avoir le crayon rouge, mais ça vient faire un peu exploser notre modèle, là. Moi, je compare souvent ça à une bouteille d'eau. C'est comme si on avait chaque stresseur, là, remplit notre bouteille d'eau, puis à un moment donné, le fait de ne pas trouver mon crayon rouge, ça fait déborder ma bouteille, et puis là, c'est une explosion, il y a de l'eau partout, et... Ça peut être un bon indice, justement, là, quand c'est anodin, parce que, tu sais, il faut quand même réussir à jouer au détective, là, parce qu'avec tous ces comportements-là, ben là, il faut essayer de décortiquer, ben c'est-tu de l'anxiété, c'est-tu... de l'opposition pure et nette, c'est-tu... y a-tu... des fois, c'est un événement c'est un TDAH, c'est-tu... Tu sais, ça peut être finalement... Puis en même temps, être stressé face à un examen en soi, c'est pas anormal. Non, on c'est le ça, disait tantôt, exactement. Ça peut être aidant d'être stressé devant un examen. Un niveau de stress acceptable, évidemment, parce que ça va nous mobiliser, on va être plus efficace, on va être plus allumé, plus vigilant. Mais là, quand c'est à un niveau trop élevé, là, il y a un paquet de réactions qui peuvent être déclenchées, là. Dans le fond, c'est que le stress est bon tant qu'on est capable d'accéder à nos ressources, si je comprends bien. Tant qu'il nous mobilise. Et le moment où il nous fige, où il nous fait fuir ou agresser, là, on est dans un modèle qui n'est pas aidant, là, qu'il faut rectifier. À l'âge adulte, de s'imaginer ces émotions-là, je trouve que ça fait un certain sens, mais je me mets dans la peau d'un enfant de 7, 8, 9 ans. Hey, ça doit être difficile de mettre des mots sur comment on se sent. T'sais, nous, comme adultes, on arrive avec des questionnements qui sont bienveillants, mais des fois, l'enfant ne doit tellement pas savoir quoi nous répondre, quoi nous dire. Il ne doit même pas se comprendre. Effectivement, l'enfant, il ne se comprend pas, il n'est pas capable de nommer. Même adulte, c'est pas simple parfois. Hein? Les journées, on est moins de bonne humeur. On dit, voyons, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Peut-être je suis stressée pour telle raison. Les enfants n'ont pas la capacité mentale pour nommer, mettre des mots sur ce qui se passe. Donc, c'est souvent des petites boules à réaction. Mais même le stress, c'est une émotion méconnue, je dirais, là, des jeunes enfants. Là. Je regarde, mettons, les miens là, qui, en âge maternelle, première année, là, connaissent très bien la peur, connaissent très bien la colère, connaissent très bien la tristesse, la joie, tout ça. Mais moi, ça m'est arrivé de dire, t'es-tu stressée un petit peu ce matin? Ce que t'es inquiet, oui, c'est ça. C'est quoi ça, le stress? Puis là, d'expliquer ça, le stress à un enfant, c'est pas évident non plus. Fait que, tu sais, c'est tout qu'un travail, là, tout qu'un chemin quand même. Effectivement. C'est un langage qu'on n'utilise pas beaucoup puis qu'on devrait plus utiliser pour nommer ce qui se passe. Puis après ça, être capable de dire « OK, ben t'as raison, c'est vrai que c'est inquiétant un examen. Maintenant, il y a des choses que tu as étudiées. On reprend un peu la situation, on la recadre. Mais oui, c'est un langage qu'il faut développer rapidement, je trouve. Parce que plus on nomme, meilleur on est pour comprendre. Oui. Puis les enfants, ils sont pas équipés pour le faire. C'était aux parents puis à l'adulte pour
de supporter dans ce sens-là. Puis ça m'apparaît validant pour l'enfant de se dire « Hey, je suis pas juste bizarre, étrange ou anormal, je vis quelque chose, une émotion, un état qui est l'anxiété. » Il me semble que ça doit être quelque part rassurant de savoir que c'est correct. Ouais, puis on le partage. Hein? Quand on le partage avec quelqu'un, déjà, ça allège notre petit sac à dos là, d'inquiétude. Fait que c'est sûr que c'est très aidant, ça. Des fois, je sais pas vous, mais moi, des fois, juste le fait d'exprimer quelque chose, ça me permet de le réfléchir en même temps. De mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour un petit, juste le fait de dire comment il sent aussi, ça doit l'aider à faire une première étape de gestion de tout ça. Puis je partage une information, puis ma maman, mon papa, mon prof, ils vont l'accueillir puis m'aider. Ouais. C'est comme une ouverture vers l'autre aussi. Fait que dans ce temps-là, on n'est plus tout seul à avoir notre problème, on l'a partagé. Mais de le faire d'eux-mêmes, c'est difficile. Ils n'ont pas les capacités de mentalisation puis tout ça pour le nommer puis dire « Ah, mon Dieu, ce matin, du haut de mes 6 ans, je sens de l'anxiété. » Oui. C'est un apprentissage comme le vélo. Fait qu'on va le faire avec eux, pour eux au début, avec eux. Puis exactement. Finalement, à un moment donné, ils vont être capables de le faire eux-mêmes. Mais... Puis dans tout ça, là, on parlait des impacts, comment ça se manifeste. Je veux pas qu'on oublie aussi les enfants qui sont plus timides, plus réservés. Parce que là, on parle de ceux qui prennent beaucoup de place, qui sont explosifs, qui vont le nommer. Mais il y a des enfants qui somatisent beaucoup, qui vont avoir des maux de ventre, qui vont avoir des maux de cœur, qui sont tout le temps malades. C'est une forme d'anxiété aussi qu'il faut garder en tête. Des fois, il n'y a pas de cause médicale, c'est l'anxiété qui fait. Mais c'est des vrais maux de ventre. Oui, ils ont vraiment mal au ventre, ils ont vraiment mal au cœur. Donc ça aussi, là, tu sais, c'est à surveiller l'impact, là. De l'anxiété peut être de la somatisation. De faire une corrélation souvent entre les maux de ventre. Ah, ils se reviennent un matin où il y a un examen. Ah, ils se reviennent un matin où il y a un rendez-vous chez le dentiste. Ah, ils sont après les vacances. Oui. Pardon, je m'excuse. Ça peut être intéressant de faire ces liens-là, je trouve. On a parlé d'anxiété, mais on ne s'est pas attardé au terme de performance tant que ça. Est-ce qu'il y a une distinction à apporter entre l'anxiété, disons, plus générale, puis vraiment l'anxiété de performance, parce que c'est elle qu'on observe, avec laquelle on doit travailler, si je peux dire, dans le quotidien scolaire? Bien, l'anxiété de performance, c'est une forme d'anxiété, tu sais, générale. Tantôt, je disais que c'était intimement lié à nos pensées, mais la performance, ça fait partie des pensées qu'on peut avoir qui peuvent être anxiogènes. Je veux être bon, je veux être performant, je veux être le meilleur, je veux surtout pas me tromper et je veux pas que mon ego soit blessé si je suis pas très bon ou si je performe pas à la hauteur de mes attentes. Fait que c'est de l'anxiété qui est reliée à des pensées et à des attentes par rapport à un sport, par rapport à la performance scolaire, par rapport à... Sociale, la performance sociale. Oui, l'anxiété sociale aussi. Donc, c'est vraiment spécifique à la performance qu'on doit avoir comme... Ces attentes-là peuvent être autant intrinsèques qu'extrinsèques, j'imagine. Bien, elle va devenir intrinsèque assez rapidement, je dirais. Puis des fois, oui, elle vient de l'extérieur. Un parent qui est très exigeant, par exemple, qui veut des bonnes notes dans tout. Bien, l'enfant va intégrer que, mon Dieu, on n'est pas bon si on n'a pas des A ou des B dans nos notes ou d'examen. Un parent qui valorise, disons, beaucoup le résultat. Ou même, tu sais, un enfant veut rendre son parent fier en général. Mettons, parce que je me demande, en fait, je vais faire une phrase. Ma question sous-entendue, c'est est-ce que l'anxiété de performance va se développer automatiquement dans toutes les sphères de la vie d'un enfant ou ça pourrait être juste dans une sphère? Puis là, c'est là que j'en venais en me disant, un parent, disons, qui valorise énormément le hockey, ben est-ce que l'enfant peut devenir développer une anxiété de performance plus spécifique, plus spécifique au hockey pour rendre son parent fier? Tout à fait. Puis le reste de la vie, ça va bien aller, il va bien le gérer, mais au hockey, là, il vit un stress, là. Tu as tout à fait raison. La performance, ça peut être variable d'une personne à l'autre. C'est relié à des pensées, à des croyances. Alors, si moi, je crois que dans la vie, il faut être bon au hockey puis que mon parent valorise ça, c'est fort possible que si j'ai de l'anxiété à développer, parce que peut-être que j'en ferai pas, mais si je deviens anxieux sur ma performance au hockey, bien, elle va avoir été induite par des très grandes attentes par rapport à mon rendement au hockey. Et devant mes examens, c'est pas valorisé ou pour moi, c'est pas si important. Alors, j'aurai pas d'anxiété de performance par rapport à mes examens. Donc, mes examens, par exemple. Fait que c'est vraiment, chaque cas est unique, puis chaque cas va être déclenché par certaines pensées ou par certaines croyances, là. À l'inverse, j'imagine, il n'y a pas de formule magique,
ça pourrait être aussi un déclencheur. Disons, l'anxiété de performance commence au hockey. Et Elle après peut ça, se généraliser. Oui, elle peut se dans d'autres sphères. Elle peut se généraliser. C'est pas nécessairement le cas tout le temps. Il y a des enfants qui vont être très anxieux de performer dans les sports, puis ils vont faire une communication orale dans vos classes avec aucun stress. C'est comme s'ils étaient des champions internationaux. Par contre, demandez-leur de jouer devant leur père au hockey, ça marche pas du tout. Fait que c'est vraiment... du cas par cas. Du cas par cas, parce que c'est, encore une fois, relié aux pensées puis à nos croyances. Alors, chaque individu étant différent, ayant un background différent, ayant des parents différents, bien, chaque enfant va avoir ses propres sources de stress, qui peuvent, oui, parfois se généraliser. Puis là, on va parler d'anxiété généralisée, là, à tout et à rien. Puis encore une fois, on y revient, mais on est vraiment des modèles comme parents et comme enseignants, comme intervenants. Il faut faire attention à nos mots, il faut faire attention. Oui. Il y a un gros impact. Là. On peut être un grand contributeur. Oui, dans le bon sens comme dans le oui, bon exactement. Est-ce que, là, moi, je suis en 5e année, j'essaie de... je suis dans une passe, là, en ce moment, au retour de la relâche, là. J'en ai des anxieux dans ma classe. Puis là, je sens justement, tu sais, un petit peu de manque d'engagement, manque de motivation. Je vois un lien peut-être avec l'autonomie aussi. Est-ce que tout ça, on peut faire un melting pot de ça ou c'est vraiment... Ben oui, c'est sûr. Tu sais, on parlait tantôt des réactions au stress. Celle de figer, ben ça peut drôlement ressembler à de la démotivation parce que mon stress est tellement grand, on dirait que j'y arriverai jamais. Fait que je fige ou j'évite la situation. Fait que dans ce temps-là, ben je me mets pas à... Tu sais, je le fais pas, l'examen, donc j'aurais pas 0, je l'aurais pas fait. Donc, je me protège de cette façon-là. Fait que oui, la démotivation, chez les enfants anxieux, on voit souvent ça. Il y a comme un retrait, là, une comme diminution de la prise en charge. Là, comme s'il se disait, je me mettrai aucune attente parce que je ferai rien. Donc, en ne faisant rien, je m'attends à rien, puis je peux pas vivre la déception. Exactement. Donc, c'est comme s'il se protégeait, puis qu'il s'en sortait, puis... Il peut flirter sur le fait que ben il est peut-être bon dans le fond. Il n'a pas prouvé le contraire. Donc l'anxiété, c'est un grand générateur de fatigue aussi. Être tout le temps anxieux, notre système est comme tout le temps en alarme, alors ça fatigue beaucoup, beaucoup. Donc on a des enfants plus fatigués, moins intéressés à faire des tâches intellectuelles, parce qu'ils sont constamment en train de s'inquiéter de quelque chose. Fait que oui, ça démotive, ça fatigue, puis ça enlève l'énergie nécessaire pour faire une journée. Là. Et on en avait parlé aussi lors de notre épisode sur les défis attentionnels. Ça peut aussi s'apparenter à un déficit de l'attention, un enfant qui est anxieux puis qui est dans ses pensées au lieu d'être centré sur ce qui se passe en amont de la classe. Oui. Les difficultés de concentration, c'est un des symptômes d'anxiété. Fait que c'est sûr que si je me lève 10 fois pour aller boire de l'eau dans la classe, pour aller laver mes mains, aller porter un crayon, ben pendant ces 10 fois-là, ben j'ai pas travaillé, donc je me suis pas mis face à une difficulté qui peut monter mon anxiété. Fait que oui, ça peut avoir l'air d'inattention, puis c'est pas ça, c'est de la procrastination anxieuse. Exactement. Des envies de pipi pressant. Moi, je trouve que c'est souvent... non, mais ça, j'ai vraiment très, très envie. Il faut que j'y aille maintenant. Moi, t'es allé il y a 30 minutes. Oh, mais là, ça presse vraiment. Le pire, c'est que le stress, ça cause... C'est des petits pipis nerveux, j'appelle ça. Oui, effectivement, parce qu'il peut vraiment avoir un envie de pipi pressante. Donc, est-ce qu'on encourage cette fuite-là ou pas, dans le sens où... Ben là, c'est sûr qu'il y a un équilibre à avoir. Hein? On veut pas de flaque à terre non plus dans la classe, mais il faut quand même limiter, puis on va le voir tantôt dans nos interventions, cadrer l'enfant, se montrer rassurant avec des limites. Ça, c'est aidant aussi, ça calme l'anxiété. Fait que si Mme Fanny, elle me dit que je peux y aller 15 fois aux toilettes, je vais y aller 15 fois. Par contre, si j'ai le droit 2 fois, ben là, peut-être que je sais que j'ai atteint ma limite, là, j'ai pas le choix de faire face à la musique, là, comme on dit. Si je parlais d'autonomie, le fait de rendre justement un enfant... Parce que c'est un peu contradictoire, l'autonomie, là, dans le sens qu'on veut que tu fasses les affaires tout seul, sauf qu'en réalité, il faut que je commence par te les montrer pour que tu puisses aller faire ça. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage.
Mais tu sais, l'apprentissage de l'autonomie, de la responsabilisation, puis tout ça, ça peut être un levier pour gérer son anxiété, justement. C'est certain que c'est un levier. Plus l'enfant va avoir confiance en lui, meilleur il va être pour prendre des décisions, pour faire face aussi à son anxiété, puis à dire, bon, la dernière fois, là, j'ai été capable, là, seule, là. Choisir ses outils. Oui, c'est ça. Bons outils, Exactement. Alors, de se mettre en action, quand on sait quoi faire, c'est sûr que c'est une forme d'autonomie, là. Donc oui, c'est un levier très important, je trouve, là. Parce que, tu sais, on parlait que le moyen d'apprendre à gérer cette anxiété-là, c'est d'y être confronté. Oui, tu sais, des fois, comme parents, c'est difficile parce qu'on veut comme protéger nos enfants un petit peu, mais en même temps, ils ont besoin d'être exposés à ça, ils ont besoin... En fait, il y a une manière de le faire. C'est pas gagnant. C'est pas souhaitable. Puis il y a une manière d'exposer un enfant qui est saine et non pas traumatique, qui va augmenter l'anxiété au point où ça va empirer la situation, là. Il faut y aller vraiment une étape à la fois. Si mon enfant a peur de la piscine, ben c'est une mauvaise idée de le lancer dans l'eau au premier moment venu. On est mieux de lui apprendre à être sur le bord, tranquillement, le féliciter, ça va bien. On va mettre nos pieds dans l'eau, on va aller sur la marche ensuite et tranquillement, on va apprivoiser notre peur. Donc oui, il faut les rendre autonomes, mais il faut les accompagner dans nos petits pas qu'on fait pour avancer vers l'autonomie. Ah ouais. Il faut leur faire confiance. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans ce deuxième bloc, on continue de parler d'anxiété, mais là, on va s'attarder à la manière d'intervenir, d'accompagner nos jeunes qui semblent vivre de l'anxiété. Alors, justement, comment est-ce qu'on les accompagne comme parents, nos jeunes anxieux? Bien, d'abord, on expliquait tantôt que nommer, parler d'anxiété, valider, refléter à notre enfant. Je pense que tu t'inquiètes parce que peut-être tu as peur de ne pas être bon quand tu vas aller jouer au hockey. Si on reprend notre exemple de tantôt, c'est une très bonne façon d'abord d'aborder le sujet de l'anxiété puis de dédramatiser la situation puis la rendre commune aussi. On la partage avec notre enfant, il n'est plus tout seul dans ce combat-là puis dans cette situation-là. Fait que moi, je pense que comme parent, là, c'est d'abord et avant tout d'adresser cette problématique-là. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a bien compris que c'est bien ça, que notre enfant est anxieux? Puis, bien, je dirais que la première chose à faire, là, le meilleur remède, ou en tout cas un très bon remède, c'est l'activité physique. Quand on est anxieux, aller jouer dehors, aller prendre une marche, se mettre en action, c'est une très bonne... Ça nous permettait de prendre un pas de recul. Oui. Hein. Et aussi de mettre en branle les hormones du bonheur qui sont sécrétées quand on fait de l'activité physique. Alors, faire du sport, bouger, on vient un peu... rééquilibrer la chimie. Exactement, la chimie du corps qui sécrète là, plus du cortisol puis les hormones du stress. Quand on la débalance avec des hormones plus positives ou en tout cas plus reliées au plaisir, bien, ça peut, c'est certain, là... aider. Ensuite, bien, il y a apprendre à notre enfant à utiliser des moyens qui sont apaisants pour lui. OK, ça, c'est comme l'autre stratégie qu'on peut mettre en branle. Qu'est-ce qu'aime notre enfant? OK, peut-être que l'activité physique, c'est pas dans ses cordes. Bon, bien, alors c'est quoi? Écouter de la musique, faire du dessin, jouer à un jeu de société avec son frère, avec maman, avec papa. Donc, trouver des petits, des outils, dans le fond, qu'on va mettre dans notre coffre à outils quand on se sent pas bien, quand on est stressé, que l'enfant va pouvoir utiliser. Puis quand nous, comme adultes, on va dire, OK, je te sens stressé, là, regarde, va donc écouter 5 minutes de musique avec tes écouteurs ou va faire un dessin, là, habituellement, ça te relaxe, va faire une activité qui est plaisante. Fait que, d'avoir ce petit coffre à outils-là, ça nous permet, nous, d'avoir un langage commun avec notre enfant. Puis, ça permet aussi de se mettre en action si l'activité physique, c'est pas facile ou en tout cas approprié. Là, cette portion-là, c'est un peu de l'essai-erreur. Il faut explorer, essayer des moyens, préserver ceux qui fonctionnent et mettre de côté ceux qui fonctionnent moins bien. Oui, puis observer notre enfant aussi. Tu sais, oh mon Dieu, il a l'air plus calme quand il revient de sa chambre puis quand il joue avec ses blocs Lego. Fait que, il faut, nous, comme parents, être à l'affût de ça pour être capable de recommander ça, puis de dire hey, « regarde, moi, je te vois plus calme quand tu vas faire du Lego. Regarde, va faire 15 minutes de Lego, puis reviens me voir après, là, je suis sûre qu'on va être déjà plus tranquille, là. » Si je comprends bien, c'est un peu de doser entre la discussion et on va changer les idées un petit peu. De la mise en action de stratégie pour s'apaiser. Il y a aussi la respiration, ce qui est très importante. Puis c'est une des techniques qu'on montre en premier, là, je dirais, aux enfants.
comment gérer notre respiration quand on a une petite crise d'anxiété, là. Fait qu'on apprend à notre enfant à respirer avec des respirations profondes. Les fois, on leur apprend avec un ballon, par exemple, comme quand on souffle dans un ballon. Il y a la technique du carré qui existe. La cohérence cardiaque qui est assez populaire puis qui est facile à trouver sur Internet. Qui nous permet justement de réguler notre respiration. Puis encore une fois, de contrecarrer les effets des hormones du stress. On apprend, tu sais, c'est comme si on envoyait au cerveau le message « Hey, ça va aller, tout se passe bien ». Fait que ça, c'est une autre des stratégies qu'on peut mettre dans le coffre à outils de notre enfant quand ça va pas bien. C'est le genre de choses qui est facilement... La respiration, je veux dire, on peut la tréballer partout où on va, la respiration en voiture, dans la classe, chez le médecin. Je trouve que ça, c'est vraiment la chose la plus accessible pour tout le monde. Les élèves anxieux, souvent, on leur propose ce moyen-là d'entrée de jeu parce qu'on peut l'utiliser n'importe où. C'est notre petit coffre à outils portatif. On peut en avoir un à la maison. Puis celui-là, il se transporte partout quand j'ai une situation de stress. Je peux respirer calmement pendant 2-3 minutes, des grandes respirations, puis ça va vraiment arrêter, là, dans le fond, baisser un peu le volume du système d'alarme interne de l'enfant. Oui, c'est ça. Depuis tantôt, tu sais, je t'écoute, puis je vois comme l'image du thermomètre, là. Je trouve que c'est parlant quand même, tu sais, justement, faut pas que le thermomètre, il monte trop. Qu'on soit dans le rouge constamment. On n'ait plus accès à toutes nos quand on est dans le jaune, c'est le temps de choisir un moyen, d'aller prendre une petite marge, de faire quelques respirations. Faire appel à notre capacité de raisonner, parce que quand on est dans le rouge tout le temps, on raisonne plus, là, on est en mode panique. Si on diminue un peu la tension, OK, là, je suis capable de prendre mes moyens, là, je suis capable un peu de réfléchir à la situation et de relativiser, là. Même principe, quand on essaie de gérer une crise de colère d'un de nos enfants, tu sais, on sait qu'on doit le calmer avant de commencer à jaser, parce que c'est pas le temps quand ça arrive. C'est ça. Une autre chose aussi qu'on peut leur enseigner, c'est gérer leurs pensées. Parce que quand, tu sais, on l'a dit plus tôt, l'anxiété s'est reliée beaucoup à nos pensées. Très, très souvent, en fait, dans notre tête, on a un langage intérieur qui nous raconte, qui nous nomme des pensées qui sont négatives et qui alimentent l'anxiété. Qui ne sont pas la réalité nécessaire. Non, qui ne sont pas la réalité, mais qui sont présentes quand même. Je pense à un examen, on peut se dire, je vais être poche, mes parents vont me chicaner si j'ai pas un A, je comprendrai rien, je suis pas bon en mathématiques. Alors, ce langage-là intérieur négatif va contribuer à augmenter l'anxiété. Fait que ce qu'on veut que l'enfant fasse, c'est qu'ils répondent par des pensées positives. Moi, je les appelle des pensées antidotes. On donne un antidote au poison qui se passe dans nos pensées. Fait qu'on leur apprend à dire, non, c'est pas vrai que t'es poche en maths. T'en as des capacités. La dernière fois, tu t'es bien débrouillé. C'est pas vrai que t'as jamais vu la matière de ton examen. T'as passé 2 semaines avec ton enseignante à le voir à tous les jours. C'est un peu comme rétablir les faits. Un recadrage des faits puis des pensées qui sont négatives dans la tête de l'enfant. Puis ça, ce discours intérieur-là positif, on peut l'alimenter. Puis t'es bon, t'es capable, là. Les fameuses phrases qu'on entend souvent dans le langage. Justement, le renforcement positif, là, est-ce qu'on y va abondamment sans limite, là, dans le sens où j'ai l'impression qu'on entend dernièrement le fait que, tu sais, oui, c'est bien le renforcement positif, mais qu'il faut aussi adresser... comment je pourrais dire, le comportement quand même, là, dans le sens où, tu sais, il ne faut pas juste donner du positif. J'imagine qu'il faut doser ça aussi, là. Parce que si c'est pas spécifique, t'es bon, t'es capable sur tout, c'est pas tant vrai, ça sera pas applicable. Maintenant, si tu dis, je le sais que t'es capable en mathématiques, dans tes activités que tu as faites la semaine passée, j'ai vu que tu étais capable. Ce renforcement-là, les concrets, puis spécifique à ce qui marche, ce qui fait défaut, dans le fond. Fait que... Oui, c'est un concept intéressant, le renforcement positif, mais c'est pas, vous n'allez pas nécessairement aider votre enfant en disant « non, t'es bon, t'es capable, let's go ». Ça va aller, c'est ça. Quand c'est trop du saupoudré puis non spécifique, ça sera pas un levier très puissant, là. Puis encore là, ça va être un discours que, au début, ça va être l'adulte qui va avoir cette conversation-là avec l'enfant pour le rassurer. Puis au fil du temps, l'enfant va être capable d'avoir ce propre discours-là. Il va même le nommer probablement en voix haute. Oui, des fois, on les entend, hein? Des fois, j'entends ma fille dire des choses, je suis comme « Ah, elle a intégré ça. » Exactement. Même si on pense qu'ils le font pas, ils vont le faire, puis on va être surpris de voir « OK, j'ai pas parlé dans le beurre. » Tu sais, mon enfant, il l'a intégré dans son langage intérieur. Puis c'est sûr qu'éventuellement,
on veut qu'il soit tout seul, capable de se réguler puis de changer ses pensées négatives. Puis des fois, juste de comprendre ce concept-là. OK, j'ai des pensées négatives. Au début, ils nous regardent. T'es sûre de ce que tu me dis, là, maman? Mais oui. Puis c'est un outil puissant de comprendre qu'on peut aller à l'encontre de nos pensées, qu'on est capable de les contrôler. C'est vrai. C'est comme si on avait une dualité en nous. Puis ça, je trouve que c'est un concept qui n'est pas simple à comprendre. Ça doit prendre une bonne dose de maturité pour les saisir. 8-9 ans, là, les enfants commencent à développer ce langage intérieur-là. OK. Puis il faut l'utiliser. Il est très puissant pour l'ensemble de notre vie, même adulte. Là, on a appris à se parler, de dire, OK, là, la fin du monde n'arrivera pas si c'est ça. Si je ne suis pas si performante ce matin dans mon travail. On est capable de moi, des fois, j'ai tendance à, je ne sais pas si c'est adéquat ou non, mais à me dire et à dire même à mes enfants, c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire des scénarios, souvent, il n'est même pas si dramatique que ça. Donc, quand on s'entend pour dire que c'est même pas si pire le pire des scénarios, ben dans le fond, on s'en fait-tu vraiment pour une raison valable? Puis c'est une technique d'aller voir la pire affaire qui va arriver. Est-ce que je vais vraiment mourir si j'ai un C dans mes... Est-ce que maman va vraiment me mettre sur Marketplace à vendre parce que j'ai pas une bonne note? Non, ça n'arrivera pas. Non. Alors, des fois, ce recadrage-là permet de... OK, c'est vrai, dans le fond, c'est pas si grave. Là, tu sais, je vais passer au travers de mon examen, puis j'en mourrai pas au combat, là. Parlant d'examen, justement, comment on fait pour l'aborder en tant que prof, puis en tant que parent aussi, pour dédramatiser un petit peu? Tu sais, moi, mes élèves, en septembre, 5e année, ils me parlent déjà de l'examen du ministère de 6e année, là. Fait que, tu sais, de dédramatiser tout ça, comment on l'aborde? Parce qu'on peut pas l'ignorer, on peut pas en faire fi complètement. Comment on l'adresse, autant comme parent que comme intervenant? Tu sais, je pense que le discours par rapport aux examens, par rapport à la performance et des parents et des enseignants est hyper important. C'est sûr que si tu commences comme enseignant à expliquer les jours 1 de la 5e année que tu vas avoir des examens du ministère, puis qu'on en parle, puis que les examens du ministère, vous savez, c'est important, bien, l'enfant, lui, reçoit ça comme une charge. Oh mon Dieu, là, on en parle toutes les semaines. C'est très, très dramatique, on dirait. Bien là, c'est sûr que ça va encoder une vision de l'examen comme étant un élément essentiel, voire ma vie va s'arrêter si je ne le réussis pas. Donc, ce qu'on véhicule comme message, tant comme parent que comme prof, c'est hyper important. L'enfant, il ne sait pas, lui, c'est quoi un examen du ministère. Puis lui... Ça vient de nous, ça. Un bulletin, il ne sait pas qu'est-ce que ça vaut, 70, 75, 60. Ça vient des parents, puis ça vient de nos propres valeurs. Fait que plus on met d'emphase sur ça, plus on met la lunette sur la performance, plus notre enfant il va être sensible à ça et il va s'inquiéter parce qu'il voit dans les yeux du parent. Ma maman est inquiète à tous les vendredis quand je reviens avec ma dictée. Première chose que ma mère me demande, c'est combien tu as eu de fautes dans ta dictée. Alors, qu'est-ce que l'enfant il comprend? Faire des fautes, ça doit être dramatique, c'est la première affaire qu'elle me demande. Fait que ça, ce type de commentaires-là, de comportements-là... Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? Puis comment ça s'est passé, ta dictée? T'es-tu fière de toi? Oui, le mot là, difficile qu'on a eu, là, est-ce que tu y as pensé comment l'écrire? As-tu appliqué mon truc que je t'ai donné? Non, c'est pas grave, on va se reprendre la semaine prochaine. Parce que même quand on utilise un discours plus positif, mais qu'on s'attarde aux résultats quand même, je trouve que c'est... ça demeure risqué, tu sais, de dire « Hey, wow, t'as eu juste une erreur, je suis fière de toi. » Ça se veut bienveillant, on est bien intentionné en le disant, sauf qu'on s'attend quand même aux résultats, à la performance. Puis la fois d'après, si j'ai 3 fautes, puis pas une, bien là, maman va être déçue de moi. Elle m'a félicité parce que j'en avais juste une. Fait que déjà, on a mis sur un piédestal la performance. Puis là, bien, dans la tête de notre enfant, si j'ai plus que 2 fautes, bien évidemment, là, je vais décevoir mon parent, je serai pas bon, je serai pas adéquat. Puis c'est là qu'on est dans une spirale dangereuse. Parce qu'on peut prendre en aversion tout ce qui est en lien avec l'orthographe des mots, avec l'écriture, avec les évaluations. Puis en réalité, on veut que l'enfant voit l'erreur comme un levier d'apprentissage. Une erreur, c'est une bonne chose dans la vie d'un humain. On apprend par nos erreurs. Un sentier sans erreur, sans embûche, ça n'existe pas. Et si on protège trop notre enfant, bien, à la moindre obstacle, au moindre obstacle, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va s'écrouler parce qu'il n'aura pas appris comment se relever.
Fait que... c'est de dire, montre-moi le mot que tu es le plus fier. Exactement. Puis, wow, celui-là, ils ont travaillé fort, puis tu l'as eu, je suis vraiment fière. Le reste, là, c'est pas grave, on est en apprentissage. Ouais. Là, ça me brûle les lèvres. Peut-être que je devance un peu les questions, mais on parle de protéger, en quelque sorte, nos enfants de l'échec, des difficultés. Comme parents, je m'excuse, on souhaite que nos enfants soient dans les émotions les plus positives possibles, mais à quel point on doit le laisser, entre guillemets, se planter pour qu'il retire des leçons, dans le sens où, tu sais, est-ce que c'est préférable pour notre enfant qu'on le laisse aller, même si on le sait qu'il ne s'est pas préparé suffisamment, qu'il n'aura pas un résultat à la hauteur de ses attentes, pour qu'il le vive pleinement, ou est-ce qu'on c'est préférable de lui faire des suggestions, tu sais, pour y aller en amont, puis pour éviter qu'il soit confronté à se sentir incompétent, puis à peut-être prendre en aversion des tâches pour la suite? L'anxiété, la gestion de l'anxiété, ça s'apprend. Puis l'exposition, comme on disait tantôt, c'est important. Donc, le modèle parental trop surprotecteur, qui a peur que l'enfant soit pas bien, soit pas confortable, ait des obstacles, bien, ça crée de l'anxiété. Pourquoi? Parce que l'enfant n'en vit jamais. Puis maman est toujours prête à me défendre, à prévoir pour moi l'imprévisible. Et à ce moment-là, bien, j'apprends pas, moi, comment faire. Donc, je me développe en ayant toujours besoin d'un adulte pour être près de moi. Donc, à cet égard-là, ben, moi, je pense qu'il faut les laisser vivre leurs émotions négatives, parce que ce sont des émotions négatives qui sont valides, là. Tous les humains vont les vivre, là. C'est impossible de les protéger, puis et c'est pas souhaitable non plus. Fait qu'il y a un équilibre entre... J'aide mon enfant, sans le laisser constamment dans un parcours du combattant. Je l'accompagne. Oui. Je peux nommer, mais il doit prendre ses décisions lui-même. Puis on l'accompagne, puis on lui montre un peu, comme on disait, tu sais, l'autonomie, comment faire. Bien, on peut lui montrer les étapes. Parce que si on dit, ben, arrange-toi, ben quand j'ai 6 ans, arrange-toi, je vais être bien vite démunie. C'est correct de le laisser vivre, mais en ayant mis des choses en place. Oui, évidemment, évidemment, c'est tout à fait. C'est un peu des deux. Oui. Est-ce que ça peut arriver durant l'âge scolaire qu'un enfant vive tellement d'anxiété là, qu'il a besoin d'aller cogner à une porte à un moment donné, autre que celle de papa, maman ou de son enseignante? C'est quoi le signe là, qui nous permet de savoir là, que OK, là, ça va peut-être trop loin, l'anxiété, là? Bien, je pense que les signaux qu'on parlait au début, tu sais, le bris de fonctionnement, l'incapacité de se mettre en action, la somatisation, quand on a des signaux là, qui durent depuis plusieurs semaines puis qu'on n'arrive pas, nous, comme parents, à apaiser notre enfant, bien oui, c'est bien d'aller chercher de l'aide pour développer les stratégies de l'enfant, de lui montrer les pensées, comment les contrôler, la respiration, tu sais, avoir des fois un coach extérieur. Ça peut être aidant. Qui n'est pas impliqué émotivement, qui est peut-être plus neutre. Parce que les parents, des fois, ça vient chercher notre propre anxiété de voir notre enfant pas bien. Fait que des fois, on n'est pas le meilleur coach parce qu'on est nous-mêmes envahis, puis on est inquiet, puis là, on dramatise presque trop, puis dans le fond, on n'aide pas à la situation, on l'empire. L'enfant, il nous voit, puis il fait « Oh my God, ma mère est inquiète, fait que je devrais l'être moi aussi. » c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je pense que d'aller chercher de l'aide, ça peut juste être aidant pour un peu se distancer du... Même ça peut être que temporaire, là, oui, tout à fait, là. C'est pas une thérapie de 4 ans, là, dans laquelle on s'engage. C'est juste d'aller chercher des stratégies comme parents, puis que notre enfant aussi développe ses propres stratégies avec quelqu'un qui est plus neutre. Ouais. Justement, parlant de stratégie, tu sais, on parlait de l'estime de soi qui est importante, du renforcement positif. Et ça, comment on fait pour développer justement l'estime de soi d'un enfant pour l'aider à avoir son discours intérieur positif? Ça se fait, j'imagine, en lien avec le climat aussi familial. Ben oui, puis c'est un processus qui est long, hein? On ne développe pas l'estime de soi de nos enfants en une demi-heure, puis on change pas non plus la donne. C'est quelque chose qu'on met en place dès le plus bas âge, à 12, 18 mois, quand on les félicite, bravo, mon coco, maman est fière de toi. Ce langage-là, le renforcement positif est très important. Puis pas à outrance non plus, là, mais surtout sur les efforts qu'on fait. Sur le processus. Oui, sur le processus. Hey, bravo, j'ai vu que tu t'es pris 3 fois, là, c'est bon, tu fais des beaux efforts, c'est pas facile. Donc, nommer les émotions aussi, c'est quelque chose d'important, de valider ce que notre enfant vit.
C'est correct d'avoir de l'anxiété, c'est correct d'avoir des peurs. Donc, c'est pas négatif. Il faut, je pense, développer ce langage-là pour qu'on ait une bonne connaissance de soi, puis dire, OK, moi, ça me fait peur, là, aller sur la glace patiner. Je le sais, mais c'est pas grave, je suis bon ailleurs. C'est d'utiliser notre propre vécu, nos propres expériences d'adultes, puis leur dire, hey, même nous, comme adultes, on en vit encore des situations de stress et d'anxiété. On est un modèle extraordinaire pour nos enfants, même dans nos faiblesses. Maman qui se trompe, papa qui se trompe, le prof qui se trompe, c'est simple d'expliquer ça aux enfants. On est des humains, puis il va se tromper, notre enfant, quelque part dans la vie, puis c'est normal et c'est pas grave. Discours, tu sais, comme parents, j'ai oublié telle chose, mais c'est pas grave, à l'avenir, je vais le noter, comme ça va m'éviter d'oublier à nouveau. Tu sais, de le dire à voix haute au lieu de juste le penser. Oui, de le verbaliser. Hey, j'ai pris conscience que j'ai fait une erreur, mais je le vois comme un levier de faire autrement à l'avenir pour que ça ne m'arrive plus. J'imagine que ça peut avoir un effet aussi... Tout à fait. Un enfant, un parent qui s'explique aussi, qui s'excuse même à son enfant d'avoir dépassé une limite, d'avoir parlé trop fort. Pour moi, c'est vraiment une saine gestion de nos émotions, de dire, ça arrive des fois que... C'est pas vrai qu'on est parfait. Ben non, maman a fait des erreurs comme toi, puis c'est correct qu'on a grandi là-dedans. Là. Fait que, absolument. Pour moi, ça, c'est prioritaire et central dans le développement de l'estime de soi, de connaître nos forces puis nos limites aussi. Un enfant qui se fait dire qu'il est bon dans tout, qu'il est donc parfait partout, c'est tout à fait pas un enfant qui connaît aussi ses limites. Puis pour qu'il découvre ses forces, il faut le laisser faire des choses tout seul aussi. Oui, exactement. Démontrer aussi de la fierté, mais pas à tous les égards. Ils font des gaffes des fois, puis il faut leur nommer, ça, c'était pas ton meilleur choix, mais c'est pas grave, là. Puis peut-être aussi aborder les concepts de réussite, échec, dans le sens où on est tous différents comme êtres humains, puis ce qui est une réussite pour moi est peut-être pas nécessairement une réussite pour Fanny, dans le sens où je pense que c'est ça, de le voir comme étant quelque chose de naturel et de normal, qu'on a des forces, qu'on a des défis, qu'on a des limites. Puis la réussite, tu sais, ça fluctue d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Oui, puis on n'est pas constitué de la même manière, et tant mieux. Ce serait un univers de clones un peu inquiétant si on était tous pareils. Donc, peut-être que toi, c'est pas les maths, c'est ta force, c'est le dessin. Et c'est correct comme ça. On a chacun notre nature et notre capacité. Donc, très tôt, quand on comprend ça dans notre vie, meilleur on est après ça pour... parce qu'on peut utiliser nos forces comme des leviers pour pallier à nos plus grands défis par la suite. Exactement. Avant de conclure, j'ai une question, je pense, qui va être utile à beaucoup de parents. Qu'est-ce qu'on fait si mon enfant, le matin, se lève, a mal au ventre, veut pas aller à l'école? Donne des indices d'anxiété. Puis, tu sais, des fois, comme parents, je le sais, on n'est même pas sûr, là. C'est-tu ça? C'est-tu pas ça? Y est-tu vraiment malade, tu sais? Y a-tu juste le goût de rester à la maison? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vous dirais, première chose, nous, comme parents, on doit être calme et en contrôle parce que, comme je disais tantôt, des fois, ça va générer du stress. Mon Dieu, mon enfant est-il malade? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le vois? Prends la température. Le stress, alors... Au contraire, on peut être comme, j'ai pas le temps de gérer ça. Non, allez, hop. On en reparlera ce soir. C'est ça. Puis je pense que si on décode que c'est de l'anxiété ou du stress, on doit le nommer à notre enfant. Bon, là, je vois que tu es stressé. Y a-tu quelque chose à l'école qui t'inquiète? On ouvre la conversation. Si on sent que c'est du stress, effectivement, mais c'est parce qu'il s'inquiète des examens. Mais puis même, je dirais, peu importe la source, on se doit de l'envoyer à l'école. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on lui indique qu'il a raison de s'inquiéter. C'est vrai, hey, je vais te garder à la maison ce matin, tu as raison de t'inquiéter. C'est vrai que les examens de maths, c'est l'enfer. Alors là, on valide les pensées, les croyances qui sont négatives. Puis aussi, indirectement, peut-être, je ne pense pas que tu es capable de bien faire ton examen. Oui, exactement. On valide aussi le senti puis les craintes. Donc, c'est à proscrire dans toutes les situations. On est mieux de laisser notre enfant dans un état d'esprit qui est peut-être pas optimal, qui nous tiraille un peu le cœur de parents, plutôt que de dire « c'est beau, reste à la maison, je vais faire du télétravail. » Oui, puis on se rappelle qu'il faut le désensibiliser, l'exposer à des situations de stress. Fait que si on le garde à la maison, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Fait t'écrire un petit courriel à la prof. C'est ça. Moi, mon prochain commentaire, c'était ça. Créer des alliances avec l'enseignante, les éducateurs spécialisés. Hey, mon coco, un matin, il va pas bien, mais je vous l'envoie pareil. Fait que l'enseignante va être l'accueille pas de la même façon. Non, puis des fois, même, on peut avoir un accueil personnalisé. Oui, absolument. Ultimement, là, en bas des marches, à l'accueil à la cour, envoyez-moi donc l'éducatrice, il la connaît bien, puis là, c'est pas un bon matin. Fait que, mais il faut amener notre enfant à l'école.
Parce que sinon, on va créer un précédent, puis qui peut engraisser, devenir une grosse boule de neige qu'on ne sera plus capable de bouger. Oui, parce que là, les demandes vont revenir à répétition, puis on n'aura plus d'arguments pour y mettre fin, finalement. Exactement. Même chose, la somatisation, quand on a mal au ventre, puis que la secrétaire appelle, mon enfant a mal au... Votre enfant a mal au ventre, venez le chercher, ça fait 3 fois cette semaine, je sais qu'il n'y a pas de gastro dans l'air, il serait probablement anxieux, bien nommez-le à la secrétaire. Je pense que c'est du stress, je préférerais que vous le gardiez à l'école. Ça se dit comme parent, ça aussi. Et c'est pas parce qu'on le garde à l'école non plus qu'on le placarde dans un environnement anxiogène, dans le sens où il y a des moyens quand même qui sont disponibles autant pour évacuer notre trop-plein d'énergie que ça peut être d'utiliser des objets sensoriels ou de parler avec quelqu'un qui fait en sorte qu'on peut diminuer cette source, peut-être pas la source, mais ce sentiment d'anxiété. Oui, puis il y a des équipes là, autour de des enfants à l'école. Il y a les enseignants, mais il y a les éducateurs, il y a le personnel professionnel, tout le monde est là en bienveillance. Fait que si on décode qu'il y a un enfant qui est anxieux plusieurs fois par semaine, ben on va mettre des choses en place personnalisées, là. Mais comme parent, même si ça vous tord le cœur, faut amener votre coco ou votre cocotte à l'école. Le fait d'avoir des absences répétées aussi, à un moment donné, la charge de travail, ça aussi, ça va venir. Puis on contribue au stress, là, parce qu'effectivement, on a manqué l'enseignement, fait que là, on arrive à faire le travail, on ne sait pas quoi faire. Les personnes sont incompétentes. Exactement. Donc... même si c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, puis que notre cœur de maman, parfois, le matin... que c'est pour le mieux, le bien de notre enfant. Exactement. Là, je sais qu'on est bien à... Ah, c'est vrai, il nous reste une question importante quand même. Par rapport au climat familial, on a dit tantôt que les parents sont des guides, des modèles par rapport à la gestion des émotions et de l'anxiété particulièrement. Comment faire en sorte que notre climat familial soit propice à la bonne gestion de l'anxiété? Bien, c'est sûr que ça peut être une discussion juste ça de plusieurs heures, mais je dirais, tu sais, d'emblée, les enfants doivent demeurer des enfants. Avec l'exposition aux médias sociaux, à la télé, aux nouvelles en boucle, qui sont pas toujours roses, là, la menace des ouragans et tout. Si on expose à nos enfants beaucoup à cette... c'est sûr que oui, exactement. Ben, ça peut contribuer à monter l'anxiété. Fait que les discussions aussi, les enjeux financiers, relationnels des parents, ça ne devrait pas être discuté devant les enfants parce que ce sont des petites éponges en anxiété, nos cocos. Ils nous regardent, puis on dirait qu'il se passe quelque chose. Maman est inquiète, papa il est inquiet. Alors, ça rajoute, là, tu sais, dans notre fameuse bouteille d'eau qu'on parlait tantôt qui se remplit, là, tu sais, avec le stress. Fait que ça, ce serait mon premier conseil. Faire attention à quoi on expose nos enfants. Là. Des fois, on s'en rend pas compte, hein, parce qu'il y a des familles... il y a des familles chez qui la radio est toujours en sourdine, ou la télé est toujours allumée, puis nous, comme adultes, on ne l'entend pas, on ne l'entend même plus, on ne porte pas attention, mais l'actualité, des fois, ce qu'ils Mais notre enfant, lui, il va regarder la terrible tornade qu'il y a eu là en Floride, puis là, il va la guerre en Ukraine. Exactement, fait que ça va contribuer beaucoup à monter l'anxiété. Puis les enfants sont des êtres routiniers, donc une routine, un espace où on connaît les limites, on sait que ça c'est permis, ça c'est pas permis. Ça prévisible. Aussi, la prévisibilité, ça va... On le voit, je trouve, quand on garde nos enfants un peu, pas trop, mais un peu plus longtemps à la maison, tu sais, durant les congés scolaires. On le voit qu'à la fin, là, il est temps que la routine reprenne parce qu'on a accès à plus d'écarts de gestion d'émotions. On voit là, que c'est ça, l'émotivité prend plus le dessus. Fait que ça serait mon deuxième conseil, ayez des routines prévisibles, pas nécessairement rigides, mais on a toujours un rituel avant d'aller se coucher, on a toujours les mêmes étapes. Comme ça, l'enfant sait à quoi s'attendre. Il ne sera pas surpris demain matin de dire « Ah, il faut aller à l'école ce matin. » Non, il connaît la routine. C'est prévu. Fait que quand c'est prévu, c'est moins stressant. Puis d'avoir des petits moments d'échange aussi, j'imagine, tu sais, de prévoir dans l'horaire des moments où on peut se parler, tu sais, comme à l'entour du souper ou bien dans le lit avant de se coucher. J'imagine que ça aussi, ça doit permettre, ça doit rassurer l'enfant de savoir, ce soir, là, je vais voir maman ou papa, puis je vais pas leur en parler, puis je vais pas évacuer, en quelque sorte. Tu sais, des moments de qualité, là, on n'en a pas besoin de 2 heures par jour. Hein? Des fois, un petit 15 minutes, là, bien mis, avec une vraie belle discussion où on écoute notre enfant, on n'est pas en train de faire la vaisselle, le lavage en même temps, la bouffe et tout. C'est suffisant pour que l'enfant il se sente « Wow, maman m'écoute, j'existe, je peux échanger avec elle. » Puis ça me parle aussi, là, tu sais, dans l'auto, en s'en allant faire l'activité. Donc,
c'est des moments très précieux qui peuvent évidemment contribuer au bien-être de notre enfant de façon même générale. Là. Bien, l'auto, premièrement, c'est un bon... parce qu'ils sont attachés, fait que je suis pas obligée. Non, mais tu sais, moi, j'ai des petits gars, hein, fait que jaser, là, l'auto, c'est le meilleur endroit. Même avec les ados, je dirais, ils sont prisonniers. Mais ça me fait penser, tu dis, tu sais, ça me fait penser à notre autre invité qu'on a eu qui nous parlait des moments poubelles, moments arc-en-ciel. Oui. C'est une bonne façon, vite, tu sais, c'est quoi ton moment poubelle de la journée? Ben si c'est un enfant anxieux, ben peut-être qu'on va voir que son moment poubelle, c'est souvent lié à... Il y a peut-être une récurrence, là. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Nous, on appelait ça les coups de pied et les coups de cœur à la maison. C'est des petits moments d'échange où puis des fois, les frères et sœurs vont contribuer aussi à la discussion. Absolument. Ah oui, moi aussi, avant, les examens, ça m'inquiétait. Là, maintenant, je fais ça. Puis là, OK, on a une discussion là-dessus, ça normalise l'affaire. Puis, absolument. Fait que... c'est bon pour tous nos petits cocos et même les parents en bénéficient de cet échange de qualité dans une vie qui va tellement vite avec tellement d'activités des fois là, au menu qu'on oublie ces temps de qualité-là qui sont vraiment, vraiment importants. Oui. On avait des ressources à suggérer, mais on va les mettre dans le... Oui, on va les mettre en note. En note parce que là, la discussion file et le temps avance. Donc... Merci, j'aime bien. Encore, c'est tellement d'être de recevoir à chaque fois. J'en ai 203 qui disent, fait que peut-être... Donc, merci les parents d'avoir été là, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour nous faire part de vos questionnements. On est là pour vous, dans le fond. Alors, on vous souhaite, en fait, un prochain épisode. À la prochaine. Bye bye. Bye.